Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Merci à ceux qui sont là depuis ce matin, il fait chaud sous la bulle. Merci aussi à vous tous qui nous suivez nombreux en direct sur les réseaux de BPI France. Aujourd'hui, après l'urgence, vient le temps de la relance. La relance, elle dépend d'abord de chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant que consommateur et bien évidemment en tant qu'entrepreneur. Alors nous allons découvrir comment celles et ceux qui font l'économie, entrepreneurs, élus, institutionnels, ont décidé de prendre notre avenir, leur avenir en main. Direction la Bourgogne-Franche-Comté où la relance passe aussi par la relocalisation. Je vous propose de présenter rapidement tous nos intervenants. Nous aurons le plaisir d'échanger avec Nicolas Sauré. Bonjour Nicolas, vous êtes vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire, de l'emploi aussi pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être avec nous. À vos côtés, nous avons Marc Auloge, directeur régional BPI France Bourgogne-Franche-Comté, et 3 entrepreneurs qui vont venir témoigner, partager avec nous leur expérience. À ma droite, Dominique Froux, vous êtes la dirigeante de Gefica. Sur votre droite, on poursuit avec Julia Catin, la fondatrice de Momentum. Et enfin, Sébastien Fèvre, dirigeant de H26. Allez, bientôt j'arrête de parler et je donne la parole à Nicolas Sauré. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Un mot sur cet enjeu de la relance et plus spécifiquement de la relance par la relocalisation. On n'imaginait pas ne pas lier les deux, c'est-à-dire relance, relocalisation et même si je vais un cran plus loin, transition vers une économie décarbonée. Il est apparu assez évident quand on a voté notre propre plan de relance régional, ce programme d'accélération de l'investissement régional, qu'il fallait, tant c'était les conséquences de la crise, faire revenir à nous des entreprises qui étaient parties, y compris des entreprises stratégiques, et qu'il fallait tout de suite repartir du bon pied en prenant le bon virage qui est celui de la transition vers une économie décarbonée. Donc on a voté ce plan de relance régional d'un demi-milliard d'euros en Bourgogne-Franche-Comté, dont 130 millions d'euros pour le développement économique. Et sur ces 130 millions d'euros, vous ne me laisserez pas le temps, j'imagine, de décrypter tous les programmes qu'on a mis en place, mais il y a celui qui nous intéresse à travers votre question, c'est le fonds de relocalisation. J'allais justement vous demander, vous avez dit qu'il faut les faire revenir. Ma question, c'est comment? C'est une manière de vous permettre de poursuivre. Alors, d'abord, avec notre fonds de relocalisation, doté quand même de 20 millions d'euros, c'est-à-dire que la puissance publique a mis la main à la poche pour accompagner ces retours. Et puis, c'est aussi surtout valoriser auprès de ceux qui non seulement seraient tentés de revenir ou auraient été tentés de partir, parce que ça marche aussi dans les deux sens, que nous avons des écosystèmes qui sont structurés, qui sont matures et qu'on ne retrouve pas ailleurs, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Et ça a fonctionné puisqu'on a de multiples exemples désormais, depuis un an, d'entreprises qui sont revenues. C'est le cas d'Emco, par exemple, qui produit des tapis. C'était produit en Allemagne, ils sont revenus en France. C'est le sujet de Bike Air, à Nevers, des vélos électriques qui étaient produits en Chine et qui sont revenus en France. Ou, et j'en termine, c'est une entreprise très connue du grand public, Jacob Delafont, c'est le dernier céramiste français qui, lui, imaginait partir au Maroc et qu'on a réussi à maintenir, à accompagner pour qu'il reste dans notre belle région. Alors, c'était pas pour vous couper, mais du coup, avec une réponse très rapide, est-ce que vous avez le sentiment que la crise qu'on a vécue participe aussi à cet état d'esprit de on va pour une question de souveraineté, pour une question de facilité d'accès aux clients, aux matières premières, au transport, finalement, on reste là où on est? Oui. Ah bah ça vous va comme réponse courte? C'est parfait. Alors je développe en 10 secondes quand même. Non, en 10 secondes. Je pense que oui, évidemment, ça participe. Tout le monde a fait le constat, au moment de cette sidération qui nous est tombée dessus début de l'année 2020, qu'il y avait quand même des gros trous dans la raquette. Hein. Quand on fait revenir des entreprises qui permettent par exemple d'avoir la matière première des masques chirurgicaux, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne savait plus les produire parce qu'on n'avait plus la matière première, on a réussi à faire revenir cette entreprise en Bourgogne-Franche-Comté. Donc oui, ça a été quand même bénéfique. Vous parliez, Nicolas, de l'importance de l'écosystème. Un écosystème qu'on retrouve en fait à peu près partout. C'est BPI France, justement pour accompagner ces entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et puis pour aller dans le sens de la question initiale, on a pu vivre dans le cadre du plan de relance tout ce qu'il a été dit par Nicolas.
beaucoup de demandes qui étaient déjà dans les tuyaux des chefs d'entreprise, qui sont sortis un peu comme après la pluie, les champignons dans les prés. Dans ces projets qu'on a aidés dans le cadre du plan de relance, beaucoup concernaient de la relocalisation, de la modernisation, de la décarbonation, tout ce qu'on dit, c'est du concret. Là où c'était épatant, c'est le nombre. Le nombre, on est dans un territoire qui se porte bien. La preuve, c'est le nombre. 200 projets qui ont été déposés dans le territoire d'industrie. Pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, dans le cadre du plan de relance, la région et l'État créaient des comités d'accélération auxquels on participait, étaient sélectionnés les projets les plus ambitieux, ceux qui étaient justement dans ces idées-là et qui pouvaient créer les entreprises de demain. On les a vus, on les a instruites, on a des délais très très courts, on a vu que la cordée était très serrée, une ambition forte d'un territoire très dynamique. Eh bien, je vous propose maintenant de découvrir nos 3 entrepreneurs. Je commence avec vous, Dominique. Merci beaucoup. Je commence Oui, peu importe. Je commence avec vous, Dominique, sur Gefika. Alors vous, c'est pas la question de partir qui s'est posée, mais vous observez chez vos clients ce changement de paradigme et de réflexion. Oui, tout à fait. C'est vrai que donc, nous, on est une PME qui transforme des pièces techniques en caoutchouc. Et nombre de nos clients sont partis à l'étranger, en Asie pour la partie automobile. Donc là, c'est encore compliqué de les faire revenir pour la partie automobile. Mais par contre, sur d'autres segments comme la partie agroalimentaire, sur la partie industrie, on a vu partir de nos clients au fil des années sans avoir les moyens de les rattraper pour des raisons économiques. Et effectivement, on voit de plus en plus, dans la mesure où on leur propose des solutions techniques, dans la mesure où on leur offre un service différent de ceux qu'ils peuvent avoir, de la réactivité, de la flexibilité, eh bien, on a vu revenir pas mal de nos clients qui sont revenus avec des produits en disant finalement, on se rend compte qu'on a un service avec vous qu'on n'aura pas nécessairement. L'aspect économique était évident, mais ça ne devient pas majeur. Et les investissements qu'on met en place dans le cadre du plan de relance nous permettent d'avoir des moyens de production différents aujourd'hui, qui nous permettent finalement, bon an mal an, de se retrouver compétitifs et de leur apporter le service qu'ils n'auraient pas et de limiter le risque en tous les cas. Alors j'entends bien cette notion de service qui peut être une vraie différence, c'est aussi ce qui crée de la valeur. Néanmoins, on ne relocalise pas juste pour relocaliser, il y a forcément cette question de la compétitivité. Comment on va chercher ces gains, ces marges qui sont nécessaires sur la compétition internationale? Alors en étant novateur, en investissant, donc là effectivement le plan de relance nous a permis d'acheter des nouvelles machines, nous a permis de réorganiser notre production. Et donc à partir de là, effectivement, c'est pas l'aspect économique joue sur la flexibilité, sur les méthodes de production. On sera jamais moins cher que de la Chine, c'est clair. Donc il faut apporter autre chose. Et ce qu'on a apporté dans les produits, c'est la technologie, la technicité, être capable, la flexibilité, être capable de réagir très vite. On fait nous-mêmes nos élastomères, on les définit. Si on définit un joint et qu'il n'est pas opérationnel et qu'on doit refaire la formulation, si on doit la faire à l'étranger, ça met des semaines. Là, on est flexible. En une semaine, on refait des nouvelles versions. Et ça, ils s'en sont bien du compte. C'est quoi le prochain défi pour vous à relever, pour aller encore plus loin ? Alors le prochain défi, c'est d'intégrer, de transposer un projet qu'on a aujourd'hui, un des produits aujourd'hui qu'on a développé pour notre client majeur Michelin, donc dans les puces RFID, et de transposer ces puces RFID intégrées dans le caoutchouc dans d'autres segments tels que tous les autres segments, la défense, le sport et le loisir. Et ça, c'est purement franco-français et on en est très fiers. Donc du service, mais aussi de l'innovation. Tout à fait. Je vous passe la parole, Julia. Comment ça se passe chez Momentum? Un mot sur l'activité et comment se traduisent ces réflexions autour de la localisation ou la relocalisation? Alors, donc, moi, mon entreprise, donc FIM, qui est en Bourgogne, fabrique des diables, des chariots, des petites remorques, des escabeaux, mais en fin de compte, des produits qui sont
très soumis au jeu de la concurrence. On fabrique donc tout en France et le sujet du coup de la relocalisation me parle beaucoup parce que force est de constater qu'on a aujourd'hui un marché commun mais que tout le monde n'a pas les mêmes règles du jeu. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir une économie locale parce que si vous voulez le souci que nous pouvons avoir, c'est que notre prix du diable, par exemple, va pas être le reflet forcément de nos coûts de production, mais va être le reflet du prix du marché qui est tiré par le bas. Et moi, je crois qu'il faut justement inverser ce cercle vicieux parce que c'est en avant des justes prix qu'on sera, nous, capables d'avoir de la marge, de faire des produits de meilleure qualité et de payer correctement les gens qui travaillent pour nous. Du coup, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu ? Mais ça, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément la main. Et une fois qu'on a dit ça, on va travailler sur ce sur quoi on a la main. Et du coup, sur quoi vous travaillez ? Est-ce qu'on fait accepter aux clients une différence de prix parce qu'on comprend l'enjeu en tant que client, ou est-ce que du coup on rogne sur ses marges ? Il y a un peu les deux, hein, on va dire les choses. On partage le coût. Oui, on va dire les choses. Après, oui, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Nous sommes capables de faire du sur-mesure. Nous sommes capables d'apporter un service aux clients. Le délai, en ce moment, c'est une vraie question. Hein. On se retrouve avec un énorme carnet de commandes, tout simplement parce que sur le marché, il y a des produits qui n'existent plus, qui sont en manque et qui n'arrivent pas, parce qu'habituellement, ils arrivaient par conteneur de Chine et aujourd'hui, ils ne sont pas là. C'est bloqué. Voilà. Donc le délai, la qualité, le service. Et puis je crois aussi qu'il y a de plus en plus dans l'esprit des entreprises, moi je suis dans le B2B, mais cette conscience aussi de faire les choses autrement parce qu'il y a l'économie et puis il y a l'environnement. Donc je pense que petit à petit cette petite graine germe, même si ça ne va pas être immédiat. Et alors justement, tu parlais de conteneurs bloqués. Est-ce que parce que ça, à un moment, ça va changer, ça va revenir, on l'espère en tout cas, à la normale. Du coup, est-ce que tu as le sentiment que tes clients vont finalement revenir à des anciennes habitudes, ou que maintenant que c'est fait, ça y est, on bouge plus, on fait confiance, on nourrit ce tissu local qu'on a su recréer? C'est une bonne question. Faut leur demander. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis une optimiste. Je pense que nous allons justement... Enfin, je pense qu'il y a vraiment le bon côté justement de ce Covid et de cette crise et de cette relance. C'est que il y a une responsabilité quand même qui commence à émerger dans le monde, dans l'économie. Et donc, je crois que ça va perdurer. Après, ça prendra un petit peu de temps. Tu parles de temps, le temps nous est compté. Il est donc temps tout de suite de passer la parole à Sébastien Febvre. Désolé pour cette transition hasardeuse, dirigeant de H26. Alors déjà, tu as bien compris, on est tous curieux de savoir ce que fait H26. Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. H26, c'est une société que j'ai créée en 2017 qui est localisée à Belfort dans le nord de la région Brno-Franche-Comté. Et en fait, on fait des groupes électrogènes à hydrogène. Donc, pour faire une petite transition avec Julia, nous, on lit vraiment le déploiement de l'économie avec une responsabilité sur l'écologie. Voilà. Et donc, on a la chance, on parle de relance, on parle de réindustrialisation. Nous, on a la chance d'être sur ce secteur qui coche les deux cas. C'est-à-dire qu'on crée des emplois industriels, mais dans une volonté de décarboner l'économie. Voilà. Donc, ça sert vraiment à pouvoir proposer des nouveaux produits sur le marché pour lesquels en fait on n'aura plus besoin d'utiliser des moteurs diesel, des moteurs thermiques. Et on vient bouleverser ce marché du groupe électrogène en proposant des solutions qui sont complètement neutres en carbone. Voilà ce qu'on fait. Quand tu dis ça, ça a l'air très simple. Ça l'est peut-être pas, j'imagine. Qu'est-ce qu'il a fallu surmonter comme épreuve, comme difficulté pour embarquer peut-être aussi les investisseurs en plus des clients? Alors effectivement, on a fait une première levée de fonds fin d'année 2020. Donc on a des investisseurs qui nous font confiance aujourd'hui sur un marché de l'énergie qui est en pleine mutation, pour lequel ils ont pris un risque assez important également, parce que vous parliez d'international, il y a une grosse compétition, on parle de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, donc voilà, là-dessus on a des sujets assez forts. Néanmoins, on profite quand même d'une activité sur ce secteur de l'hydrogène qui finalement est né il n'y a pas loin de 25 ans de ça, avec des gens du CNRS à Belfort.
Donc on a cette force-là. Moi, dans mes associés, j'ai des gens qui sont réputés au niveau mondial sur ces technologies-là. Et Qui viennent du public. Qui viennent du public. Voilà, donc accompagnés par la BPI, bien évidemment, depuis le début, et la région aussi. Aujourd'hui, ils disent qu'on est la pépite. Alors oui, mais on a encore beaucoup de travail devant nous pour justement continuer à créer des emplois industriels. Là, on est passé de 6 à 25 en moins d'un an. Mais voilà, il y a encore un gros travail pour pouvoir faire progresser cette entreprise. Moi, je veux l'amener déjà à un niveau européen à horizon 2025. Et puis plus si le cœur nous en dit. Tu parlais des équipes qui grandissent. C'est vrai que derrière le mot relocalisation, il y a surtout des gens, il y a des emplois. Tu le disais aussi, créé en 2017. Est-ce que la question à un moment de se dire je vais produire ailleurs s'est posée ou ça n'a même pas été un sujet et il a fallu ensuite trouver la manière d'être compétitif et d'adresser son marché? Alors, non, la question... Sans langue de bois. La question ne s'est pas posée. Déjà parce que j'ai été accompagné financièrement dès le début. Donc déjà moralement, j'allais pas aller demander de la région Bourgogne-Franche-Comté en disant je vais implanter une usine en Chine ou dans des pays low cost. Et ça, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait aujourd'hui, je me retrouvais un petit peu dans ce qui était dit précédemment, c'est que nous, aujourd'hui, nos appareils par rapport aux technologies diesel, ils coûtent beaucoup plus cher. Donc, ils ont une qualité de production, ils ont ces avantages, comme j'ai dit, au niveau économique. Donc, en fait, le delta que je pouvais éventuellement gagner en me disant je vais aller faire la production à l'étranger n'aurait pas été aussi significatif. Et je parle de ça, c'était avant le Covid. C'est encore plus vrai après le Covid. Parce que du coup, comme on l'a dit juste avant, les gens avec qui on travaille, ils veulent savoir où c'est fabriqué, est-ce que je me source... Oui, est-ce que demain je pourrais encore... oui. Les investisseurs, pareil, maintenant, ils regardent dans la supply chain, ils regardent où vous vous sourcez pour être sûr que vous n'avez pas un souci d'approvisionnement dans votre chaîne industrielle. Donc finalement, on a coché une nouvelle case en disant, ouais, on mise sur le fait qu'on va industrialiser et produire en France. On a beaucoup parlé aujourd'hui dans cette bulle des questions de transition environnementale, écologique, énergétique. Et les entrepreneurs nous disaient que c'est un vrai argument aussi pour aller chercher les talents, les conserver. Est-ce que la question du Made in France, c'est quelque chose que vous utilisez aussi auprès des collaborateurs et futurs collaborateurs? Dominique. Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile d'arriver à motiver et recruter des jeunes. Et une des raisons, un des meilleurs moyens de les faire venir, c'est de les motiver à travers le RSE, à travers ces politiques, à travers ces projets. Et oui, tout à fait, c'est évident. C'est clair qu'en tout état de cause, c'est compliqué de faire venir des jeunes en plein milieu de la Nièvre. Ils préfèrent être dans les grandes agglomérations. Peut-être de moins en moins après le Covid. On aime bien avoir un jardin. Quand même. Ils aiment bien venir le week-end, mais y vivre, c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'effectivement, c'est un véritable enjeu que de les inscrire dans un plan, et notamment ce plan sur des valeurs autres que l'industrie. Oui. Julia, la question reste la même. Alors oui, moi ce que j'essaye de faire, c'est de donner, notamment en production, aux gens qui fabriquent, la fierté de ce qu'ils font. Parce qu'en plus, on ne vend pas forcément toujours en direct, donc ils ne se rendent pas compte à qui finalement va servir le diable ou la remorque. Et pour moi, c'est vraiment important de leur donner le client. Par exemple, on fabrique pour Mouette et Chandon des remorques. Bon, voilà, ça fait partie comme ça de... pour moi, c'est pas du tout la même chose que de fabriquer comme ça ou de savoir pour qui. Et c'est vrai que la fabrication française et le produit fait en France, ça passe par eux. Donc c'est à eux de porter cette fierté. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et comme le diable se cache dans les détails, très concrètement, comment tu fais en sorte qu'ils puissent se projeter sur la finalité en fait de leur métier? Très pratico-pratique, on a fait un petit groupe Facebook, et puis quand je vois un produit chez un client ou qui est en train d'être utilisé, je prends une photo, je le poste et je leur mets, voilà, c'est pour tel client. Ou dès que j'ai l'information du client utilisateur, on le transmet, on le dit, quoi. Voilà. Eh bien, il nous reste 44 secondes top chrono et on va voir à quel point nous sommes brillants. Si je vous propose à tous de conclure la phrase suivante: pour la relance, nous, on s'engage à... Pour la relance, nous, on s'engage à démultiplier l'énergie verte. Julia.
Nous, on s'engage à investir dans une machine laser tube pour gagner en compétitivité. Dominique? Et nous, on s'engage à faire revenir le maximum de produits de nos clients qui étaient produits à l'étranger jusqu'à aujourd'hui. La parole est à Nicolas. Pour la relance, nous, on s'engage à accompagner toutes les entreprises de la grande région dans toutes les phases de la vie de leur entreprise vers une économie décarbonée. Sébastien, vous avez 7 secondes pour gagner. Marc, mais nous, on va intensifier la production des prêts verts à destination des entrepreneurs que vous êtes. Eh ben... Alors... Je voudrais vous féliciter sur le timing. Je crois que vous êtes la table ronde qui a fini pile poil à leur chrono. Et surtout vous féliciter pour vos engagements, vos projets respectifs et bien évidemment pour votre accompagnement des entrepreneurs. Merci à tous.